Merci de nous avoir rejoints ce matin pour partager la thématique qui nous tient à cœur au Hub Créatif de Verviers, l'entrepreneuriat durable, de la motivation à l'action. Alors, au sein du Hub Créatif de Verviers, on rencontre très régulièrement des entrepreneurs qui décident de choisir un projet entrepreneurial en lien avec leurs valeurs. Alors, la plupart du temps, ces entrepreneurs veulent donner du sens à leur projet et pas uniquement un sens lié à la rentabilité économique. Ce sens, il passe souvent par une volonté de développer un produit et un service aux besoins, sur les besoins de leur territoire et surtout dans le souci du respect de la préservation des ressources naturelles de ce territoire. Alors ce matin, nous avons voulu répondre à plusieurs questions. Qui sont ces entrepreneurs? Quelles sont leurs motivations? Et pour répondre à ces questions, on a fait appel à deux femmes. Ce qui est rare pour le souligner dans les rencontres conférences du Hub Créatif, c'est rare qu'on ait deux femmes comme oratrices. On va vouloir croiser les regards, comme on aime le faire dans les rencontres conférences. Le premier regard sera porté par Valérie Géron. Elle est accompagnatrice des entreprises en stratégie de développement durable et elle a une autre casquette. Elle est membre du comité de pilotage de la Fédération Ecopreneur Belgium. Donc, nous allons croiser son regard avec le regard d'Adeline Constant. Adeline est entrepreneuse. Elle a cofondé les ateliers Constant Berger, un atelier qui presse et distille des fruits. Et elle va nous faire part ce matin en fait, de ses valeurs, de sa motivation d'entrepreneuse à valoriser des produits locaux cultivés dans une optique de durabilité. Voilà, c'est mieux que le son, hein, il me semble. En tout cas, merci beaucoup Karine. Donc je disais, pour, l'introduction et du coup, ça me permet, de plonger directement, dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on partage, les résultats, de l'étude, qu'on a réalisée ce premier semestre pour, mieux comprendre les entrepreneurs de la transition. Donc c'est une étude qui a été réalisée, dans le cadre d'Ecopreneur Belgium et du coup, ben, qu'est-ce qu'Ecopreneur Belgium? Ecopreneur Belgium, c'est une association qui a été, initiée par une autre association qui est l'association SEA pour Sustainable Economy Association. Et donc, l'Ecopreneur a été créé en 2018 ici à Bruxelles, donc c'est un bébé hein, en matière d'association. Et nous sommes membres du réseau européen d'Ecopreneurs EU qui rassemble d'autres en fait écopreneurs, d'autres associations qui ont les mêmes ambitions que nous partout en Europe et qui ont pour ambition de monter justement la voix des écopreneurs directement au niveau des instances européennes. L'Ecopreneur Belgium est composé d'un comité de pilotage avec évidemment des écopreneurs, des entrepreneurs de la transition et des experts de la transition économique comme moi par exemple. Et vraiment l'ambition c'est de donner une voix aux ces écopreneurs et de les représenter au niveau politique pour les donner de la visibilité. Dans les membres d'Ecopreneur, on a environ 70, je ne suis pas les chiffres parce que je sais bien que ça bouge beaucoup pour le moment. Il y en a une grande diversité à la fois de formes juridiques que d'activités par secteur. Et évidemment, on couvre les 3 régions avec, je dois reconnaître, une présence un peu plus forte pour l'instant sur Bruxelles, puis sur la Wallonie et tout petit peu, un tout petit peu en Flandre. L'objectif d'Ecopreneur, c'est de se dire, OK, on va se rassembler, on va être tous ensemble pour booster l'impact des écopreneurs et montrer en fait que c'est viable et du coup en faire vraiment le modèle de référence que demain les entreprises soient toutes dans ce mouvement. Et pour y arriver, il y a 4 grands piliers d'activité qui ont été identifiés. Ben, la première chose, c'est de donner de la visibilité aux écopreneurs. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je suis aussi ici et d'inspirer justement tous ces futurs entrepreneurs à choisir cette vision du monde et à certains entrepreneurs de faire le pivot et de partir vers la transition. L'ambition, c'est aussi d'aider les entrepreneurs de la transition à partager les solutions qu'ils ont trouvées, la manière dont ils fonctionnent. Et ça, on le fait notamment dans le cadre des éco-talks qui ont lieu une fois par mois, où on aborde un sujet uniquement entre entrepreneurs de la transition et ils partagent leurs bons filons ou leurs difficultés et les solutions qu'ils ont pu mettre en place. On accompagne avec des conférences un peu comme celle que vous réalisez ici au Hub Créatif de Verviers. Et puis on influence, ça veut dire qu'on prend notre bâton de pèlerin et on va rencontrer les cabinets dans les instances politiques pour leur parler des entrepreneurs de la transition, pour leur parler d'écopreneurs et arriver à faire monter en fait cette économie dans les radars des décideurs pour que lors du prochain projet, lors du prochain cadre législatif, ils pensent à eux et ils réfléchissent aussi en tenant compte de leur dimension spécifique.
Mais à partir du moment où vous dites, ben nous, enfin, on se dit, nous, on va les défendre, les écopreneurs, la question c'est de dire, OK, mais c'est quoi un écopreneur? Parce qu'on avait tous une bonne définition, mais globalement, ça ne se couvrait pas tout à fait. Et on avait vraiment envie de se dire, OK, mais qu'est-ce qui les différencie de manière spécifique? Est-ce qu'être entrepreneur à transition, c'est forcément être dans de l'économie sociale et solidaire? Ou est-ce que qu'est-ce qui fait la différence avec une entreprise classique qui aurait une responsabilité sociétale qui serait forte, par exemple? Où est-ce qu'on met le curseur? Et donc, du coup, étant donné est-ce qu'ils ont des difficultés spécifiques qu'on ne retrouverait pas ailleurs? Est-ce qu'ils vont s'organiser de manière différente qu'on ne retrouve pas dans l'entreprise classique, mais qu'on ne retrouve pas non plus dans l'économie sociale et solidaire? Et du coup, est-ce qu'ils ont des besoins particuliers? Donc, on avait bien compris que sur un schéma où on met à l'horizontale l'axe de la rentabilité, donc la génération de revenus, versus en vertical, l'axe de la génération d'impact sociétalement positif, on savait bien que les écopreneurs, ils étaient plutôt en haut à droite. Donc, on a bien compris qu'ils ont envie d'être viables et qu'ils ont envie de générer de l'impact. Oui, mais so what, quoi. Ça manquait de précision, on avait vraiment envie d'aller plus loin. Et donc, du coup, pendant le premier semestre, on a fait un travail qui a consisté vraiment en 3 grandes étapes. La première étape, c'était analyser la littérature. On s'est dit, on ne doit pas être les seuls à se poser la question. Donc, allons voir ce que les autres ont trouvé et comment, au niveau de la littérature en Europe, d'autres chercheurs ont mis en évidence les besoins spécifiques des copreneurs ou en tout cas d'entrepreneurs qui se positionnaient de manière spécifique. En parallèle, on a constitué une liste en fait d'entrepreneurs qu'on avait identifiés comme globalement, ça a l'air de correspondre à ceux qu'on cherche à interviewer. Donc forcément, dans cette base, il y avait des membres, mais il y avait énormément de non-membres. Et puis, on a conduit 16 interviews vraiment qualitatives qui duraient entre 45 minutes et 1 heure. Ça dépendait si c'était moi qui les interviewais, ça durait longtemps parce que je suis une pipelette et que je pose plein de questions. Et sinon, et donc sur base de ces 16 interviews, on a pu construire en fait une enquête en ligne qui nous a donné la réponse de 100, on a récolté 112 réponses. Alors évidemment, c'est pas le plus gigantesque des échantillons, mais ça donne déjà une première base. Et c'était notre première enquête, donc on était assez contents. Et cette enquête, elle est structurée sur 4 grandes thématiques. C'est, ben tiens, quel est le modèle économique de ces entreprises? Qu'est-ce qu'elles ont de différent? Quels sont les freins qui sont rencontrés? Comment est-ce que l'entrepreneur de la transition se définit lui-même? Et puis forcément, là, c'était vraiment plus spécifique à notre réseau, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? De quoi est-ce que vous avez besoin dans quelque chose qui vous rassemblerait et qui pourrait vous aider et vous donner un levier pour vous permettre d'avancer face à vos défis? Alors, quand je dis on en l'occurrence, je dois vraiment rendre à César ce qui appartient à César et je profite de cet instant pour remercier encore une fois Alissa Moratini qui fait partie de l'audience. Parce que sans Alissa, autant vous dire que je ne serais pas là pour vous raconter tout ça. C'est Alissa qui a mené une très grande partie, si quasi pas tout, les interviews, les analyses, etc., dans le cadre du stage qu'elle a réalisé au sein d'Ecopreneur Belgium et elle le faisait dans le cadre de son master en management pour les entreprises sociales et durables. Et donc voilà, j'en profite pour la remercier encore une fois. Et donc du coup, on se disait être un entrepreneur de la transition, comment est-ce que ça se formalise? On s'est posé la question, est-ce que du coup, ils ont une forme juridique qui est spécifique? Ils vont choisir un format qui ressort plus qu'un autre. Alors, sur le schéma ici, vous voyez en bleu plus foncé qu'on a presque 45% d'organisations coopératives. Alors, d'une part, oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises coopératives, mais globalement, si j'additionne les personnes physiques, les SRL, les SA, encore les autres petites formes que vous ne voyez pas parce que j'ai minimisé en fait le nombre de résultats, on a plus de 50% qui sont dans les autres catégories. Et puis aussi, on sait que naturellement, on avait un biais vers la société coopérative parce que voilà, on avait tendance à penser qu'on irait plus vite trouver des entrepreneurs de la transition vers ce modèle. Ce qui est vraiment super intéressant, c'est après on leur a demandé, OK, pourquoi vous avez choisi cette forme juridique? Et globalement, les réponses qu'on a reçues, c'est, mon comptable m'a conseillé ça et j'ai suivi ce format-là. Par défaut, par facilité, je me suis dit, on s'est dit, c'est notre première étape entrepreneuriale, on va prendre ce format-là et on est ouvert à le faire changer, à le faire évoluer. Alors, ce qui était très rigolo, enfin, ce qui était étonnant, c'est que dans toutes les formes juridiques qui ont été optées par nos répondants, à un moment donné, ils vont dire on l'a choisi pour des raisons financières. Donc, les finances vont rassurer, dans certains cas de figure, la personne qui va aller en personne physique, la SRL, la SA, la société coopérative ou la SBL. Donc, pour plein de raisons différentes, on va aller vers ce format-là.
Et alors, évidemment, quand on est dans les associations et quand on est dans les coopératives, on voit vraiment qu'il y a une vraie volonté et c'est très, très puissant de faire appel à l'intelligence collective, avoir du management participatif, en tout cas de la gouvernance qui est très participative. Et puis après, on va aussi avoir des cas où le modèle existe déjà quelque part. On va rencontrer ces personnes-là, on s'inspire de leur projet et on l'amène dans notre territoire et on le duplique, mais en l'adaptant à notre réalité. Donc, pour la forme juridique, on avait une réponse. On se dit, OK, est-ce que du coup, on va trouver des entrepreneurs de la transition dans différents secteurs et peut-être que dans certains secteurs et pas du tout dans d'autres. Et là, on voit clairement que tout ce qui est transformation alimentaire et alimentation, c'est quelque chose qui va être très, très représenté dans le panel des personnes qu'on a interviewées. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de biais et que c'est complètement représentatif de notre panel. Je vous donne les résultats qu'on a. Donc, il y a 2 choses, on voit beaucoup, beaucoup d'alimentation et en même temps, on voit qu'on a beaucoup, d'écopreneurs dans tous les types de services et tous les types d'économies possibles. On a The Spin, par exemple, qui est une activité, touristique au niveau des lacs de l'Odeur. Vous avez A Smart World, que vous connaissez certainement parce qu'on entend beaucoup parler, qui fait de la revalorisation de smartphones et d'ordinateurs. Wheel of Care, c'est un groupement d'infirmiers et d'infirmières qui se déplacent uniquement en vélo électrique dans Bruxelles et qui veut développer une relation au patient qui est différente, qui va aussi sensibiliser la parentalité verte en créant la première boîte verte. Vous savez, quand vous accouchez, vous avez une petite boîte rose avec plein d'échantillons et des réductions pour des produits de la grande distribution. Ben, eux, ils proposent une boîte verte pour vraiment proposer aux parents de développer quelque chose de différent. Vous avez So Ugly So Tasty, alors là, on est dans l'alimentaire pour le coup, qui va récupérer tout ce qui est fruits invendus ou des fruits qui ne rentrent pas tout à fait dans le canevas de la jolie pomme verte toute brillante et qui va le transformer en fruits, en confiture. Idéo, c'est un bureau d'assurance qui a décidé de complètement changer le business model de l'assurance et de casser les codes. Chip Solutions, ils mettent des moutons pour aider l'entretien en fait, des espaces verts autour des entreprises, mais aussi auprès des particuliers qui ont des grandes superficies. Vous avez BeWatt qui a développé un module qui est complètement autonome au niveau énergie et au niveau eau pour le secteur de la construction. Et puis dans la région, au niveau de Verviers, vous connaissez certainement Reprocover qui fait de l'économie circulaire autour du plastique. Donc, vous voyez, on a vraiment un panel extrêmement large d'entreprises différentes. Du coup, ben, on continue notre investigation, on dit, OK, financièrement, comment est-ce que vous faites? Et ça, c'était assez étonnant. Évidemment, ils trouvent plein de solutions pour se développer financièrement, mais le subside est quand même un levier qui est très, très fort. On va avoir des aides de type des aides de la région wallonne pour acheter des machines ou des aides de la région wallonne et de la région bruxelloise pour faire appel à des experts qui vont aider en fait à valider un plan financier, à développer une stratégie marketing ou à faire un test de viabilité, etc. Donc, on a quand même pas mal d'interventions aussi au niveau de l'Europe. Il va y avoir des réponses à des appels à projets. Forcément, il y a du prêt et aussi il y a des outils d'aide comme la Sowalfin. Il va y avoir beaucoup de fonds propres, mais maintenant, ils vont beaucoup utiliser les fonds propres, mais ils n'en ont pas forcément beaucoup. Le crowdfunding arrive en 4e position et la vente, ben, elle arrive en dernier parce que ben, on est quand même encore dans des entreprises qui sont jeunes en termes de maturité et donc ce n'est pas ça qui était le premier levier pour la création de l'entreprise. Si on prend toutes les réponses et qu'on les met dans un Sustainable Business Model Canva, bah alors on a plein, plein de réponses dans tous les sens et je vais vous faire l'économie de passer case par case parce que sinon on est là pour une heure. Mais j'ai vraiment ressorti en fait 3 grands éléments du business model qui met en exergue une autre manière de voir les choses. Au niveau du modèle de la production, on va avoir comme caractéristique le côté très artisanal de l'approche, avec une volonté qu'elle soit artisanale. Donc on va avoir beaucoup de main-d'œuvre, on va avoir un rythme plutôt lent, on va travailler sur des quantités qui sont réduites et on va avoir du coup un coût de transformation qui va être plus élevé. Au niveau de la matière première, on va essayer de se sourcer auprès d'une matière première, soit qui va être récupérée, soit qui est sur base de recyclage, donc dans l'économie circulaire, soit de la revalorisation, ou avec des produits qui, à la base, ont été déclinés par l'économie classique parce qu'ils sont difficiles à transformer. Et tout en disant ça, eh ben, en fait, on arrive sur des produits à très haute qualité, avec vraiment un respect du produit, de la transformation, et aussi d'avoir une transformation qui soit la plus respectueuse possible au niveau de l'environnement et qui garantisse la santé et une qualité pour le consommateur final. Et alors, quand je dis ça, ça peut être aussi au niveau du produit qui n'est pas forcément alimentaire, hein, on se rend bien. On va avoir des entreprises qui ont pour ambition de maîtriser
le processus du début jusqu'à la fin, en tout cas un maximum. Et d'ailleurs, on ne va pas avoir d'endroit le point de vente, ben, c'est l'endroit où c'est transformé, ou c'est l'endroit où c'est produit, et le consommateur est amené à venir chercher le produit sur place. Et ce que je trouvais vraiment, moi, qui m'a surpris, que j'ai beaucoup apprécié, c'est dans le modèle de l'entrepreneuriat engagé, la sensibilisation, l'éducation auprès du client final, elle fait partie du produit. Si on prend Coopéos, par exemple, c'est une coopérative qui fait de la mise en place de chaudières pour des collectivités sur base de déchets de bois, d'accord? Et bien qu'en fait, quand vous achetez votre chaudière chez Coopéos, vous achetez une chaudière et aussi tout un programme de sensibilisation qui fait que ou vos collaborateurs ou les élèves de l'école vont en fait être sensibilisés autour des enjeux énergétiques et du changement climatique, de la nécessité de protéger la biodiversité. Ça fait partie du package, on peut vous en dissociez pas, d'accord? Au niveau de la relation client, on va pas avoir une relation classique de type je produis quelque chose, le client l'achète, il me paye et puis voilà, c'est un simple flux. Non, on va vraiment avoir des clients qui font partie en fait de l'entreprise, soit parce qu'ils sont coopérateurs, soit parce qu'ils vont recevoir le produit qui est semi-fini, il va terminer une partie, il va monter le produit, il va le faire un peu en do it yourself, ou alors il va être amené à collaborer vraiment dans la construction de l'entreprise, il va être appelé à faire du bénévolat, parfois parce qu'on a besoin de main-d'œuvre et qu'il est prêt à venir soutenir le projet, ou il va venir faire plutôt du mécénat de compétences en donnant son savoir-faire, en participant à des réunions de travail pour amener des solutions stratégiques à l'entreprise. Et la diffusion ne va pas forcément se faire via, oui, on va avoir de la publicité un peu classique, on va avoir des panneaux, des folders ou de la pub sur Facebook, mais il y a une grosse diffusion via le réseau, le client et lui-même, quelque part, le commercial qui va diffuser et générer l'adhésion au produit. Donc, on compte très fort sur le bouche à oreille et on sollicite d'ailleurs le réseau en disant ben, venez nous apporter des clients, soutenez-nous aussi de cette manière-là. Et du coup, la proposition de valeur, c'est ben, très fortement le circuit court. Et quand je dis circuit court, ça peut être au niveau de l'Europe. Hein, surtout, ça dépend vraiment du type de produit de transformation qu'on va chercher. Mais il y a une très grande volonté de relocaliser l'économie, relocaliser le savoir-faire, avoir la relation, le lien le plus court possible entre la matière première, la transformation et le bénéficiaire final. On va avoir des entreprises qui vont s'engager de manière très forte au niveau éthique, qui vont s'engager aussi au niveau de la qualité. Et donc, quand je dis éthique, c'est vis-à-vis du client, mais aussi vis-à-vis de toute la chaîne de fournisseurs qui est derrière et au niveau de la gestion de la relation avec le collaborateur. Et du coup, on ne va pas avoir un produit qui est emballé dans du plastique ou un produit qui est vraiment standardisé. On va plutôt proposer du vrac, du colis, du système de caution, un système de précommande, etc. Et on va voir émerger beaucoup de transparence sur le prix où on explique, ben voilà, sur le prix, il y a autant qui appartient, qui va revenir au fournisseur, autant pour le transport, autant pour la transformation, autant pour les employés, autant pour le marketing. Et puis voilà, donc c'est vraiment très, très, très clair sur comment ça fonctionne. C'est le cas de Kalani Home. Si vous voulez aller voir sur leur site, ils expliquent vraiment clairement comment le linge est, combien le linge coûte. Donc on voit, on a un modèle économique qui veut avoir un impact et qui veut avoir un impact du début jusqu'à la fin, vraiment de l'amont jusqu'à l'aval. On veut être juste et bon, et du coup, on va être innovant, pas parce qu'on a développé la dernière molécule extraordinaire et qu'on va pouvoir aller monter une civilisation sur Mars. Non, on est innovant dans la mise en œuvre et dans la relation qu'on a avec le client. Du coup, si on veut être juste et bon et qu'on va avoir un impact, comment est-ce qu'on le mesure? Et là, c'est plus compliqué. On va vraiment avoir des entrepreneurs. Alors, nous, c'est ce qu'on a reçu comme réponse. C'est pas dit que c'était la vérité absolue et que c'est vrai pour chaque cas entrepreneurial. Mais globalement, on est tellement encore dans le développement d'entreprise, en train de rechercher, d'affiner la pérennité de l'entreprise. On est tellement dans la mise en œuvre qu'au niveau des indicateurs, ben, on va garder des indicateurs économiques classiques qui, quelque part, ben, sont facilement récupérables parce qu'ils ont déjà formalisé, parce que ben, le système le demande que ce soit comme ça. Et on va, alors, parfois avoir quand même des mesures de type, on a mesuré notre CO2, on calcule notre trajet, on vérifie le nombre de pourcents, enfin, le pourcent global de performance du côté local, du côté bio de notre produit. Mais globalement, il y a peu d'outils et c'est peu formalisé, donc ça reste compliqué. Quoi qu'il arrive, on a vraiment la volonté de l'entrepreneur qui est engagé, donc l'écopreneur, parce que c'est une traduction, hein, j'aime bien de mettre des pincettes ce que je dis, c'est vraiment pas la vérité vraie. Leur ambition, c'est de montrer que c'est possible. C'est vraiment ça qui va lui dire, ok, c'est possible d'avoir un produit qui soit équitable et qui est respectueux. C'est possible d'avoir un rendement qui permet d'avoir un salaire à la fin du mois. C'est possible d'avoir un travail qui a du sens. C'est possible de mettre ses valeurs au centre de sa vie et d'avoir un impact qui est positif pour les individus et pour la planète. Et donc, du coup,
Évidemment qu'on a besoin de l'argent. L'argent, c'est vraiment un besoin, c'est un moyen comme un autre, mais c'est pas une fin en soi. Mais il y a une volonté absolue d'être rentable, d'arriver à prouver en fait qu'il y a une alternative à l'économie classique et que l'un dans l'autre, ça peut être un cercle vertueux. Et donc, si jamais demain l'entreprise commence à faire des bénéfices, ben, ça va servir à ben, rembourser les emprunts, payer un salaire, créer de l'emploi et éventuellement aussi développer le projet pour que ce projet ait encore plus d'impact, génère encore plus de résilience par rapport à la communauté qu'on veut servir. Et on ne veut pas être le plus grand du monde, non, on veut plutôt dire, ah, demain, quelqu'un va venir en disant, ton projet, il est génial, est-ce que je peux le copier? On peut s'aimer? Ben oui, évidemment, essaimons parce que c'est vraiment comme ça qu'on a envie de grandir. Donc vraiment, l'écopreneur, il veut changer les comportements et les habitudes des consommateurs, il veut créer l'emploi, il veut préserver la santé, il veut privilégier le bien-être au travail, il veut favoriser une consommation qui soit durable, il va vraiment tout faire pour promouvoir, il va être dans l'entrée de la coopération avec les acteurs locaux et il va aussi chercher à ce que son produit soit pas seulement accessible à des personnes qui ont un certain train de vie, mais qui, d'une manière ou d'une autre, tout le monde puisse en bénéficier. Et du coup, donc, nous, du coup, notre nuage de mots, Karine, c'était plutôt les valeurs. Ça, c'est mon parti très, très fort. Le côté solution, le côté social. Et donc, ce sont des engagements qui sont très, très difficiles. Donc, on veut dire qu'on est en train d'essayer de ménager la chèvre et le chou. Et les écopreneurs doivent parfois faire des compromis. Et toute la question et la tension se trouve au niveau des compromis parce que le cap, ce sont vraiment les valeurs. C'est la boussole sur laquelle, OK, on va peut-être un peu dévier. On sait que ce n'est pas une ligne droite, mais quoi qu'il arrive, ça reste au centre. Si on reprend un outil qui est une matrice un peu plus traditionnelle, qui permet d'analyser, de remettre les projets sur quelque chose de connu, on leur a demandé, ben, tiens, par rapport aux objectifs de développement durable de l'ONU, sur quoi est-ce que vous vous engagez? Et clairement, c'est la consommation et la production responsable qui est l'objectif qui ressort le plus, donc dans 76,8% des cas. Donc, vous pouvez en choisir plusieurs, hein, n'essayez pas à faire une addition de mes pourcentages. Mais donc, d'abord, la priorité, c'est vraiment la consommation et la production responsable. Ensuite, on va vraiment travailler sur la mitigation des changements climatiques, du coup, le KPI CO2. Travailler sur les villes et les communautés durables, on est vraiment dans la relocalisation de besoins de résilience. Évidemment, on va travailler sur l'éthique à travers le travail et décent et une croissance économique qui est juste. Et on va préserver la biodiversité, alors plutôt la vie terrestre parce que nous sommes wallons et que, et que du coup, c'est plutôt là-dessus qu'on va travailler. Je vais terminer par encore, je crois que j'ai encore 3 ou 4 slides qui expliquent ben, donc, le top des freins que les écopreneurs ont mis en évidence, c'est qu'ils ont du mal à démarcher les clients, trouver des financements, ils trouvent que le marché est assez concurrentiel, ils trouvent que leurs prospects ne sont pas toujours sensibles aux enjeux environnementaux et sociaux et donc du coup, il faut leur expliquer pourquoi quelque part le produit coûte plus cher que l'alternative, mais parce qu'en fait, il arrive avec une autre proposition de valeur. La législation, elle est lourde. Si jamais vous faites dans la transformation alimentaire et que vous avez l'AFSCA qui vient avec son système réglementaire, on peut comprendre que ça existe, mais ça n'empêche que c'est compliqué à gérer. Et puis, il y avait la crise sanitaire qui est venue se rajouter dans le panel. Donc après, nous, notre conclusion, c'est de dire, bah, c'est quand même un petit peu les mêmes freins que dans les autres entreprises. Ça ne change pas la donne. Et ça, c'est vrai. Pour nous, c'est quand même les mêmes freins qu'on va retrouver dans des TPE et des PME classiques. Mais, et ça, c'est là que ça devient vraiment compliqué, entre guillemets, pour eux, c'est que certes, ils ont les mêmes besoins, mais par contre, ils ne sont pas du tout d'accord de faire appel aux mêmes solutions. Ils vont choisir des solutions qui doivent répondre à leur système de valeurs. Donc, la solution qu'on va pouvoir mettre en œuvre en tant qu'entrepreneur de la transition devront d'office être respectueuses de l'environnement, d'office être éthiques, d'office favoriser la coopération et d'office être cohérente et elles-mêmes être fortes au niveau de leurs valeurs. Et du coup, la problématique, ben, c'est qu'il faut les trouver, ces solutions. Et du coup, on prend beaucoup de temps à trouver quelque chose qui soit cohérent parce que si vous allez chercher une solution qui n'est pas cohérente avec votre système de valeurs, eh ben, du coup, vous risquez de dénaturer votre projet entrepreneurial. Et là, du coup, on perd la relation avec la boussole qui est tellement importante. Et ça fait penser à IDEO qui est parti, je ne sais pas combien d'heures, pour essayer de trouver le super papier qui ne serait pas que FSC, parce que FSC, c'est un peu décrié, mais qui serait vraiment 100% recyclé, machin, produit localement et tout. Et donc, c'est des petites choses, mais c'est plein de petits détails et il y en a vraiment une volonté de faire les choses tellement bien mais c'est important pour rester intègre par rapport à l'enjeu. Pour les écopreneurs, en fait, accélérer la transition, ça pourrait se faire via 5 leviers prioritaires. Un, ben, c'est montrer que ces écopreneurs existent, leur donner de la visibilité. Et donc, ben, c'est une des raisons pour laquelle Écopreneur Belgium existe et c'est aussi une des raisons pour laquelle Créative de Verviers existe parce que vous faites aussi beaucoup. Former en école et en supérieur pour montrer les autres business models possibles. Générer
au niveau des pouvoirs publics la création d'incitants financiers qui favoriseraient en fait cette autre forme de l'économie. Et puis, mais de manière quand même nettement moins populaire, c'est faire payer des taxes aux entreprises qui, elles, ne sont pas cohérentes et respectueuses de l'environnement et la société. Et puis, vraiment, si jamais on a foi en système belge, créer un cadre législatif qui serait contraignant. Mais clairement, c'était nettement moins plébiscité, on voyait une grosse différence. Je vais conclure cette intervention pour vous présenter notre nouvelle définition de l'écopreneur, parce que je vous ai dit, c'était quand même le chemin qu'on voulait faire. Et une grande, grande contribution toujours à ma chère Alissa qui nous écoute. L'écopreneur, c'est un entrepreneur qui est éclairé par les défis de demain. Et du coup, il va proposer une solution qui est innovante et éco-responsable et qui a aussi du sens, pour être sûr. Il transforme du coup les modes de production et de consommation à travers un travail de sensibilisation. Il va faire passer la planète avant le profit par l'application de valeurs environnementales et sociales qui sont fortes et dans l'entièreté de son activité. Il est amené à faire des compromis pour la bonne mise en œuvre de sa mission, mais il ne perd pas de vue ses valeurs. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Si vous êtes intéressé par Ecopreneur Belgium, je vous ai mis les coordonnées. Et je passe la parole en arrêtant mon partage écran à Adeline. Merci Valérie pour cette présentation, c'est vraiment hyper intéressant. Et évidemment, on ne s'est pas vraiment concerté avant, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'écho avec la mienne. Mais tout d'abord, merci à tous d'être là aujourd'hui. Donc moi, je vais vous présenter l'atelier Consent Berger. Et donc, quand on se présente, on commence souvent par cette fameuse question, qu'est-ce que tu fais? Nous, à l'atelier, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est du jus, du cidre et des eaux de vie. Et donc, l'atelier Constant Berger, c'est un centre de transformation artisanale qui est situé à Herve et qui réunit un pressoir, une cidrerie et une distillerie. Donc, on mène 3 types d'activités et on peut résumer qu'on produit en nom propre, donc sous la marque Atelier Constant Berger, mais on produit aussi à façon, donc pour des clients professionnels et particuliers. Et enfin, on organise des expériences autour de toute la thématique de nos activités. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est s'intéresser à ce qu'on est. Et donc, on se définit comme des acteurs de la transition. Ce que je vous propose pour mieux comprendre qui on est et pourquoi on en est là aujourd'hui, c'est de faire un bref historique de la création de notre projet. Donc, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que dans ma famille, chez les Constants, on est producteur de péquets depuis 6 générations maintenant. Et c'est la charmante dame que vous voyez tout à gauche qui a initié tout ça en reprenant une distillerie qui était située à Montigny en 1890. Et après, l'autre point de départ du projet, c'est ma rencontre donc avec Léandre. Ce gros avion qui passe derrière moi. Donc, ma rencontre avec Léandre Berger, qui est mon compagnon, et avec qui j'ai fait mes études à HEC. Avec Léandre, en fait, on a commencé à travailler tous les deux, lui chez Odoo et moi au Venture Lab et chez Site Socran à l'époque, qui est Éclos. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'encore ajouter des expériences à notre couple et à nous en tant qu'individus. Et donc, on a décidé de partir voyager pendant 1 an, 6 mois en Afrique et puis 6 mois en Australie. Et ce qui se passe, c'est qu'en démarrant le voyage, évidemment, on rencontre un tas de personnes. Et comment est-ce qu'on rencontre facilement des gens? C'est en buvant un verre. Et là, la question arrivait naturellement, qu'est-ce qu'on boit en Belgique? On boit de la bière, mais on boit aussi du péquet. Et là, ça nous permettait d'expliquer un peu l'histoire familiale. Et surtout en Afrique, les gens étaient assez impressionnés de savoir qu'on pouvait remonter à X générations et à connaître en fait son passé. Et là, ça a mis une petite graine directement au début de notre voyage dans notre tête et on s'est rendu compte de la chance en fait qu'on avait d'avoir une histoire familiale si riche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a réorienté le voyage en se disant, OK, nous, on veut que ça perdure, cette histoire familiale, donc on va apprendre à distiller, chose qui n'était pas notre formation de départ. Donc, on a appris à distiller en Afrique du Sud, en Australie, et on est revenu en Belgique en proposant à mon oncle, donc, qui était toujours le gérant de l'entreprise familiale, de reprendre l'entreprise et de travailler à ses côtés. Les choses se passent
pas toujours comme on l'entend. Donc, ce qui se passe, c'est que mon oncle n'est pas vraiment intéressé par nous transmettre quoi que ce soit. Lui, il voulait clôturer cette histoire, mais évidemment, ça ne nous a pas démotivés. Donc, Léandre a décidé d'aller se former officiellement en distillation à Hasselt, parce qu'il n'y a que là qu'on retrouve des formations, on va dire, professionnalisantes. Donc, il a ramassé tout son néerlandais et il a été à Hasselt apprendre à distiller de manière théorique, donc à l'équivalent de l'IFA-PME, et puis alors de manière pratique au musée du Genièvre à Hasselt, aux côtés du maître distillateur qui lui était super motivé à nous transmettre tout ce qu'il savait. Et donc là, Léandre découvre la distillation des grains, qui est la base du Genièvre, mais aussi des fruits. Et là, c'est l'autre point de départ du projet, c'est que Léandre et moi, en fait, on a une forte sensibilité, évidemment, à vouloir préserver notre environnement, d'autant plus avec le voyage. Et ce qu'on voulait, c'est intégrer cette motivation-là dans notre projet dès le départ. Et donc, on se pose la question, est-il possible de produire des fruits de manière durable? Et il apparaît que oui. Et donc, on a fait la découverte, la rencontre de Diversifruits, qui est une structure en fait, qui a comme mission de promouvoir le verger aux tiges. Je vous en reparlerai un peu plus loin. Et là, on se dit, OK, il y a une carte à jouer de devenir transformateur, mais avec un approvisionnement en matières premières qui soit durable. Je vous passe les détails, mais on a l'opportunité de s'implanter à Herve et on découvre qu'à Herve, en fait, on a perdu un peu les savoir-faire de transformation en jus. Il n'y avait plus de pressoir vraiment professionnel au pays de Herve et il n'y avait plus de cidrerie artisanale. Et là, en faisant évidemment des recherches sur quel business model on allait pouvoir appliquer à notre projet, on se rend compte que si on était sur la distillation pure, c'était un peu risqué, surtout en Belgique avec le niveau des axes qui était assez élevé, et surtout si on se concentrait seulement sur le genièvre, qui est un produit qui a plus forcément la cote. Donc là, on comprend que si on ajoute en fait les activités de pressoir, de cidrerie à celles de la distillerie, on a quelque chose qui peut être rentable et qui peut avoir un vrai impact en fait dans la région où on veut s'implanter. Et donc voilà, donc là on décide en 2019 de lancer le projet et de s'entourer de Pierre-Henri, que vous voyez sur la photo tout à droite, qui vient compléter l'équipe parce que lui est agronome. Alors, ce que je vous propose avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de vous expliquer ce qu'est notre vision. Et en fait, la vision d'une entreprise, nous, on l'a définie comme la réponse à la question à quoi veut ressembler le monde qu'on veut créer. Et nous, notre réponse à ça, c'est nous, on voudrait que l'homme soit connecté à sa nature. Alors, ça pourrait prendre 1 heure de présentation, mais concrètement, nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'homme soit conscient de la beauté de la nature et de ce qu'elle offre, qu'il vive en symbiose avec son environnement, qu'il soit attentif à son bien-être et à celui du vivant, et qui puisse profiter des plaisirs simples procurés par le goût, l'entraide et le partage. Donc ça met les bases en fait de notre motivation à passer à l'action. Ensuite, à un niveau un petit peu plus tangible, voilà comment on définit notre mission. Donc notre mission, c'est ce qui nous sert à atteindre notre vision. Et dans notre cas, notre carte à jouer, c'était vraiment recréer une filière fruticole durable, qui est la filière fruticole en haute tige, parce qu'elle est locale, elle ne nécessite pas de traitement, elle est extensive et elle est naturellement résiliente. Donc concrètement, nous, au jour le jour, ce qu'on fait, c'est qu'on a décidé d'assurer des débouchés économiques à des fruits qui proviennent de vergers haute tige. Il en existe encore, je vais expliquer un peu plus loin, chez des particuliers principalement. Et donc, on achète les fruits au bon prix et on les transforme en jus, en cidre ou en eau de vie dans notre atelier. Ensuite, évidemment, on crée des partenariats solides qui encouragent les acteurs clés à produire des fruits de qualité, à replanter des vergers. Et enfin, on éveille à la préservation de notre patrimoine par le goût, qui est un vecteur de sensibilisation qui est assez puissant. Donc, ici, ce qu'on comprend, et là, je fais écho directement à la présentation de Valérie, c'est que l'innovation dans notre entreprise, elle n'est pas du tout technologique au sens start-tech du terme ou au sens Elon Musk, mais plutôt l'innovation, on la retrouve au niveau environnemental et au niveau social. Alors, au niveau environnemental, ce qu'il faut savoir avec la culture de fruits,
conventionnelle en Bastige, c'est que c'est une culture qui est la plus traitée en fait. On utilise le plus de substances phyto et produits chimiques à l'hectare, ce qui fait que on détruit complètement la biodiversité et surtout, in fine, on a des fruits qui ne sont pas sains du tout. Donc, nous, en participant à la création d'une nouvelle filière fruticole en Haute-Tige, on agit sur la préservation de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, la culture en Haute-Tige, donc là, vous voyez une image de verger. On voit qu'il n'y a pas besoin de traitement phytosanitaire. Pourquoi? Parce qu'on retrouve des variétés anciennes qui sont naturellement résistantes à un environnement donné. En plus de ça, on va travailler avec un système de pré-verger. Donc, dans une parcelle, on va pouvoir faire pâturer du bétail. Le fait de faire pâturer du bétail va servir au développement des arbres et le développement des arbres va servir à apporter de l'ombre aux bêtes, de l'eau, etc. Donc, on crée un vrai écosystème dans le verger. Évidemment, le rendement à l'hectare est bien moindre, mais on obtient des fruits de meilleure qualité. Enfin, les arbres fruitiers, quand ils ont cette taille-là, sont des vrais puits de carbone. Donc, ça veut dire qu'ils vont stocker du carbone dans le sol. Et ça, c'est quand même une réponse à un des enjeux majeurs actuels. Et enfin, on va retrouver une diversité des goûts et des usages. Et ça, c'est notre plus belle découverte, c'est qu'en Wallonie, on a un patrimoine fruitier qui est ultra riche. On a donc le CRA de Jean Blou a étudié plus de 3000 variétés de pommes et de poires qui sont vraiment indigènes à la région, à la Wallonie, ce qui est assez rare quand on compare à d'autres régions du monde. Après, autre axe sur lequel va agir notre entreprise, c'est la réduction des déchets. En fait, on s'est occupé d'une laveuse, donc qui va pouvoir faire en sorte qu'on puisse consigner nos bouteilles en verre. Mais ça a de sens que si on le fait à l'échelle ultra locale. La consigne devient un peu moins intéressante si on parcourt toute l'Europe ou toute la Belgique. Et donc, du coup, on offre un meilleur cycle de vie à nos contenants. Et enfin, c'est la diminution des énergies fossiles. Donc, vu qu'on est hyper ancré localement, nos fruits proviennent de maximum 50 km, d'un rayon 50 km de l'atelier. Et notre zone de distribution, pareil, on ne s'étend pas à plus large que la Belgique pour l'alcool. Et pour le jus, on reste vraiment très régional. Donc, évidemment, là, on a une diminution de notre trajet. Alors, au niveau social, donc le fait aussi de participer à la création d'une nouvelle filière fruticole, elle a un impact direct sur le social. Pourquoi? Comme je l'ai dit, on encourage une culture de fruits qui est saine et savoureuse. Donc, on va permettre évidemment à nos consommateurs de mieux s'alimenter. Aussi, nous, notre focus, c'est vraiment de rémunérer correctement tous les acteurs de la filière qu'on est en train de créer. Donc, il y a une autre particularité, c'est que 90% de nos fournisseurs, ce sont des particuliers. Donc, au Pays d'Herve, principalement, les fruitiers en haute-tige sont détenus dans des jardins, voire des prairies de particuliers. Et donc là, on change un peu la donne en disant, écoutez, tout le monde peut devenir fournisseur, tout le monde a une carte à jouer dans le fait de pouvoir produire des fruits de qualité et nous, de transformer en produits qui ont un vrai plus au niveau gustatif. Aussi, on s'est rendu compte qu'on augmente le sentiment d'appartenance des citoyens du Pays d'Herve en recréant le paysage bocager. En fait, le Pays d'Herve est considéré dans l'imaginaire collectif comme la région historiquement productrice de fruits. Ce qui se passe, c'est qu'il y a 90% des vergers qui ont disparu. Donc, nous, on va aider à replanter et ainsi à recréer le paysage bocager auquel tout le monde tient ici dans la région. Et aussi, on encourage donc chaque citoyen à devenir acteur de son alimentation. Et ça, c'est plus pour la partie production à façon. Donc, on va permettre à chacun de venir faire son jus, venir faire son eau de vie. Voilà. Juste un petit mot sur l'équipe. Donc, comme je l'ai expliqué, donc on a engagé Pierre-Henri directement au démarrage du projet. Lui, il est natif du Pays d'Herve. Il est agronome et puis voilà, on a créé une équipe qui fonctionne super bien. Et notre point commun, c'est qu'on adore manger, on adore les bons produits. Du coup, on adore produire
des choses qui nous plaisent. Donc ça, c'était pour la partie motivation. Maintenant, je vous explique comment on passe à l'action avec tout ça. Donc, nos activités, on les répartit en 3 pôles. La partie production, donc comme je l'ai dit, de produits en nom propre, les spiritueux, le cidre et les jus de fruits. Et puis, il y a la partie service. Donc là, c'est quand on travaille pour des particuliers ou des professionnels. On presse leur jus, on distille leur alcool. Et puis, il y a la partie expérience, où là, le but est de faire venir un maximum de gens à l'atelier pour communiquer sur ce qu'on y fait, comment on le fait et quelle est notre mission. Donc, on nous dit souvent, OK, ça fait quand même beaucoup d'activités, vous vous êtes lancé dans beaucoup de choses différentes dès le départ, mais en fait, c'est ce mix d'activités qui nous permet d'atteindre la rentabilité sans se compromettre au niveau des volumes qu'on doit produire. Si on ne faisait par exemple que du jus de pomme pour faire vivre 3 personnes, eh ben, on ne pourrait pas s'approvisionner suffisamment en fruits de verger aux tiges. Du coup, on irait chercher des fruits qui viennent de Pologne, qui sont produits dans des conditions bien plus compliquées que celles qu'on a envie de mettre, enfin de faire valoir. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on vend? Donc pour la partie production, mais surtout, ce que j'aimerais bien faire comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un acte de vente, on essaie de vendre notre mission, comme je l'ai expliqué, qui est de faire revenir le verger aux tiges. Et alors, ici, on a 2 portes d'entrée pour toucher les consommateurs, spiritueux, cidre et jus de fruits. La première, c'est ceux qui sont sensibles à notre combat. Et la deuxième, c'est par le goût. Ceux qui sont peut-être un peu moins sensibles, mais qui se disent « Ah, mais il est quand même sympa, ce jus de pomme, pourquoi est-ce qu'il est meilleur qu'un jus de pomme conventionnel ?» Et là, on peut ouvrir du coup le débat et c'est assez intéressant. Donc, au niveau des eaux de vie de fruits, on a 3 types pour le moment. Une eau de vie de prune, une eau de vie de pomme et une eau de vie de coin. Je ne vais pas m'étendre sur toutes les caractéristiques, mais plutôt vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on voit les 3 types de spiritueux qu'on produit. Donc, tout ça est fait à partir de fruits de verger aux tiges et principalement à partir de fruits particuliers. Donc, on a beaucoup de clients, en fait, qui viennent acheter la bouteille en sachant qu'ils ont participé directement à l'élaboration en nous fournissant les fruits. On fait souvent du troc aussi. Alors, pour le genièvre. Donc, le genièvre, on connaît tous le paquet, mais on ne sait pas trop bien ce que ça veut dire, ce qui se cache derrière. Donc, le paquet genièvre, c'est la même chose. C'est un alcool de grain qui est aromatisé au baies de genévrier. Et qui dit alcool de grain, dit fermentation de céréales. Et là, c'est un autre métier, en fait, de faire une fermentation de céréales, c'est-à-dire produire une bière. C'est pour ça qu'on collabore avec la brasserie coopérative liégeoise, qui travaille, qui a les mêmes valeurs que nous au niveau de la bière, et qui nous produit la petite bière qui sert de base à la distillation de notre paquet. Ensuite, on fait notre arôme de baies de genévrier qu'on assemble, et ça nous donne notre genièvre. Enfin, donc là, on a le cidre qui n'est pas encore sorti, qui arrive pour l'été, pour les beaux jours, donc fin juin, début juillet. Et là, donc pareil, ce sera un cidre artisanal avec que des variétés anciennes de la région et ça va être très sympa. Là, c'est en exclu que vous voyez à quoi vont ressembler les bouteilles. Alors, au niveau des jus de fruits, donc là, on a développé une gamme avec le jus de pomme classique, que vous pouvez voir tout à gauche, un jus de pomme cerise, donc là, évidemment, qui fait intervenir aussi des cerises de verger aux tiges. On a le pomme ortie où on fait infuser des orties dans le jus de pomme chaud. Et là, ça nous permet en fait de communiquer sur l'écosystème verger. Dans le verger, il n'y a pas que des fruitiers. Il y a aussi plein d'autres herbes qui servent et qui enrichissent la biodiversité. Et alors, le pomme cassis, les cassis, ça ne pousse pas sur des fruitiers aux tiges. Mais là, on collabore avec la framboiserie de Malmedy, qui là aussi travaille dans la même philosophie que nous et qui nous fournit des fruits exceptionnels. Voilà, et donc on a différents formats. Vous pouvez voir ici le 25 centilitres. Et comme je vous disais, on essaye toujours de communiquer sur notre mission. Et donc, on voit que sur le packaging, il y a toujours une petite référence à ceci. Et donc, on voit sur le jus, boire ce jus aide à créer une filière fruticole durable.
Pour le Genièvre, on explique qu'on veut coopérer avec des humains inspirants, par exemple. Et pour l'eau de vie, là, je vous laisserai découvrir parce que c'est une citation qui résume toute notre philosophie. Voilà. Ah oui, et là, je voulais vous parler d'une autre collaboration parce que tout seul, on n'y arrive pas, et surtout en tant qu'artisan. Donc là, on s'est groupé avec d'autres artisans de la région pour créer le collectif Lokyo. Et le premier projet l'année passée, c'était de créer des box cadeaux de fin d'année, autant pour les collaborateurs que pour les clients. Et donc, on s'est réunis parce qu'on partage tous les mêmes valeurs. Et le but, c'est d'avoir d'autres activités. On participe, par exemple, au marché court-circuit, tous ensemble. Et il y a d'autres surprises qui arrivent. Alors, pour la partie service, je vais être un peu plus brève, mais pareil. Donc, l'objectif, c'est de vendre notre mission, mais surtout vendre l'usage de nos machines. Donc, on a investi dans pas mal d'équipements. Le but, c'est d'en augmenter l'usage pour qu'on soit rentable. Donc, pour la presse à façon, le principe, c'est quoi? C'est qu'en saison, vous avez des fruits dans votre jardin, vous les récoltez, vous les amenez au pressoir et vous repartez avec votre jus. Et nous, on met une attention toute particulière à bien individualiser les lots donc pour que vous puissiez repartir avec le jus qui soit vraiment fait avec vos pommes. Donc ça, on le fait pour des particuliers et des professionnels. Voilà à quoi ressemble notre chaîne de presse pour les fans de machines. Et voilà à quoi ça ressemble en saison quand on accueille les gens. Et puis après, donc l'autre activité à façon, c'est la distillation. Donc là, le principe, c'est quoi? On demande à nos clients d'amener des mous déjà fermentés. Donc une bière, un cidre, des prunes fermentées qu'on va distiller pour eux. Et alors, on leur rend comme produit fini de l'alcool à plus ou moins 70 degrés. Et c'est eux qui s'occupent de faire vieillir et de mettre en bouteille. Voilà à quoi ressemblent les alambics. Donc, on voit qu'on a 500 litres et un 150 litres. Et la dernière partie, c'est la partie expérience, où là aussi, le but, c'est de communiquer sur la mission, sur la vision, mais surtout de montrer qu'on est transparent et que ce qu'on communique est réel. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On organise des visites. Là, on n'a pas encore pu officiellement les lancer, mais en fait, on collabore avec une structure qui est hyper dynamique au Pays d'Herve, c'est la Maison du Tourisme, pour organiser tous les samedis des visites de 17 à 18 heures dans le cadre du tour Saveurs du samedi au Pays d'Herve. Donc ça, on se réjouit vraiment de commencer. Et puis après, là, on a créé un jeu avec Signe du quotidien qui s'appelle Intelligence collective. Et là aussi, on va pouvoir le démarrer ici en juin. Et l'objectif, c'est quoi? C'est de découvrir tous les processus de fabrication des spiritueux en faisant appel à l'intelligence collective. Et donc, on a créé tout un plateau de jeux où il y aura évidemment des dégustations et des discussions. Voilà. Donc, j'ai fait le tour des activités et de nos missions. Et maintenant, je laisse place aux questions. Merci beaucoup.